Vous êtes bien sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce lundi. Et oui, mais lundi 30 septembre, ça veut dire qu'à partir de demain, nous commençons un nouveau mois, une nouvelle page blanche devant nous avec plein de nouveaux projets. Nous, on a 26 minutes pour parler info pratique et actu 100% Vendée en ce début de semaine. Et je vous propose de commencer avec un tour d'horizon de l'actu abordée dans le journal. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce bilan de l'été en Vendée. En matière de déchets, les touristes ont-ils été réceptifs aux messages dans les campings, notamment concernant le tri ou l'utilisation d'emballages réutilisables? La Vendée en été, ce sont 4 à 5 millions de personnes supplémentaires qui passe quelques jours, entre juin et septembre. L'enjeu est donc de taille. Quel est ce bilan? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. Nous allons prendre aussi la direction du Vendespace ce matin pour la première journée de compétition. C'était hier, première journée de l'Open de Vendée. Évidemment, on parle de tennis. 5 Français ont remporté leur match. La fin des qualifs, c'est ce lundi. Et ensuite, lancement dans la foulée, dans l'après-midi, du premier tour du tournoi de simple. Et puis, je vous propose aussi un petit retour au Moyen-Âge dans cette matinale avec les médiévales de Tiffauges. Elles étaient organisées ce week-end. 3 hectares de campement, des shops de reconstitution historique au pied du château. Un voyage dans le temps qui a ramené les visiteurs en l'année 1373, à savoir l'année de reconquête du Guesclin. Nous allons passer aux infos pratiques. Tiens, maintenant de ce 30 septembre, on commence avec la météo. On va aller vite là-dessus parce que ça fait pas partie des nouvelles les plus optimistes de ce lundi. Du crachin en ce début de journée, des nuages aussi dans les terres, un petit peu plus d'éclaircies sur le littoral, mais c'est vraiment histoire de dire, en gros il fait pas terrible partout. 11 à l'est, 16 à l'ouest, du vent aussi à noter ce matin jusqu'à 60 km/h. Cet après-midi ça ira un petit peu mieux, mais on aura toujours des gouttes possibles, surtout à l'est de la Vendée. Le vent en revanche mollit, en fin de journée il devrait plutôt être autour de 30 km/h. Jetons un œil aux horaires de marée à présent. La prochaine pleine mer, puisque je suppose que vous n'étiez pas debout, à 4h21, elle sera à 16h35. La basse mer, elle, c'est en milieu de matinée et ensuite, en fin de soirée, 22h40. N'oubliez pas, du fait des coefficients, 69-73. Si vous voulez emprunter le Gois, il faut compter entre une demi-heure à 1 heure autour de la basse mer, du point le plus bas, donc autour de 10h15 ce lundi matin. La carte des marchés à présent, je vous propose de faire le focus sur 2 marchés du lundi. On n'en a pas beaucoup en général dans le département le lundi, mais il y a les fidèles, à savoir Jars-sur-Mer et Benay. À Jars-sur-Mer, ça se passe place des Ormeaux de 8h à 13h et à Benay, c'est place du Champ de Foire, juste à côté du supermarché, en plein centre de 8h à 13h également. Quelques mots sur des travaux, sur nos routes vendéennes en ce moment. Vous avez toujours la neutralisation de 4 voies, sur la 4 voies Esnay à Roche-sur-Yon. Vous voyez, quand il faut arriver sur la Roche-sur-Yon, il y a un chantier mobile, qui avance. On a aussi une réparation de chaussée dans le bourg des Essarts avec une rue qui est interdite près du Champ de Foire. Ça implique une certaine déviation. Déviation aussi, là on va partir sur le littoral, sur la D51 qui est cette grande ligne droite qui part de Saint-Jean-de-Mont et qui remonte dans les Marais. Et puis on repart dans le sud Vendée, avec une fermeture totale du pont du Brau pendant tout le mois. Il faut donc passer obligatoirement par Maran si vous voulez rallier la Charente-Maritime. L'éphéméride du jour. Eh bien, si vous vous appelez Jérôme, c'est votre journée. Bonne fête au Jérôme. Saint-Jérôme venu, sort ta charrue. Ça, c'est le dicton du jour. Pas facile à placer, je vous l'accorde. En revanche, le 30 septembre 1975, eh bien, saviez-vous que le château d'Apremont était classé monument historique? Ça fait 49 ans, très exactement. On passe au journal. Un journal que nous commençons en parlant de la journée de demain, mardi 1er octobre. Un appel à la grève a été lancé par l'ensemble des syndicats dans toute la France. Mouvement pour contester notamment la réforme des retraites, mais aussi, je cite, le déni démocratique, alors que le même jour, le nouveau Premier ministre Michel Barnier doit faire son discours de politique générale. En Vendée, les perturbations sur les TER doivent être connues ce lundi. Dans les écoles, en revanche, les absences ont déjà été annoncées. Les rassemblements sont prévus à 10h30, place Napoléon, demain matin à La Roche-sur-Yon, 11h30, place de la Liberté au Sables d'Olonne et 17h devant l'hôpital de Fontenay-le-Comte. La Vendée, une destination
presque zéro déchet. C'était le message à faire passer aux vacanciers cet été dans le département. Un message d'autant plus important que la population explose littéralement sur le littoral en juillet et août. 4 à 5 millions de personnes accueillies chaque été, c'est l'équivalent de 2 fois la ville de Paris. La gestion des déchets est donc primordiale, leur réduction encore plus. En cette fin septembre, l'heure est au bilan pour Trivalis. Quel impact pour ces actions, notamment dans les campings, comme la mise en place de composteurs ou encore le lancement de la boîte à pizza réutilisable. Le bilan pour Trivalis, il est encore des déchets à traiter sur le territoire vendéen avec tous ces déchets des touristes qui arrivent. Et le bilan, c'est aussi l'éducation qu'on propose auprès des touristes avec plusieurs actions qui ont été mises en place par le syndicat départemental, notamment pour aller à la rencontre des touristes et leur expliquer comment en Vendée on est devenu une destination presque zéro déchet. Les gens ont pris le réflexe de mieux trier et de sortir de la poubelle noire les emballages pour les mettre dans la poubelle jaune. Et ça, c'est important aussi. Si on a plus d'emballages, je pense qu'il faut qu'on regarde du côté des producteurs, mais il faut aussi regarder du côté du bon geste. Et donc, c'est ce qu'on veut apprendre aux touristes. Est-ce que vous connaissez la différence entre un cours d'eau et un fossé ? Si vous êtes agriculteur, ce n'est pas une question anodine, loin de là, ça ne fait pas sourire. Une erreur d'appréciation et donc d'entretien pourrait être punie par la loi. Je vous propose d'écouter les explications de Mathis Pires au Poiré-sur-Vie. Ce cours d'eau est bouché, alors l'eau des champs autour ne peut plus s'évacuer. Pourtant, l'entretenir demande de nombreux efforts et beaucoup de patience. Des démarches administratives bien trop longues, selon ce syndicat. Aujourd'hui, le drainage n'est plus efficace et la parcelle n'est plus assainie à son optimum puisque l'eau ne peut plus s'évacuer du réseau de drainage. Aujourd'hui, l'action, elle est de pouvoir discuter avec les agents de l'État et l'OFB pour trouver les meilleures solutions pour qu'il y ait le moins d'atteinte possible à l'environnement, mais aussi qu'on puisse travailler dignement de notre travail, enfin qu'on puisse avoir accès à nos réseaux de drainage et les entretenir au maximum, tout en n'ayant pas un risque de sanctions suite aux travaux. Des sanctions différentes s'il s'agit d'un cours d'eau ou d'un fossé, car les deux ne sont pas soumis au même régime juridique. Quand est-ce qu'on est sur un cours d'eau, quand est-ce qu'on est sur un fossé ? Pour un fossé, l'entretien ne demande pas d'autorisation, mais lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau, ça se complique. Alors les cours d'eau sont des milieux aquatiques sur lesquels on a un gros enjeu à maintenir ces milieux dans un bon état. On a aussi des enjeux, parce qu'à l'aval on a des barrages d'eau potable et des enjeux aussi de maintenir cette qualité. Donc on ne peut pas tout faire, mais par contre il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Donc l'idée de cette journée, de cet échange et de venir voir des cas concrets, c'est justement de voir dans quelle marge on peut intervenir et comment on peut le faire. En cas de doute, une cartographie est disponible sur Internet, ainsi qu'un guide d'entretien des cours d'eau et des fossés. Voilà, on a travaillé effectivement avec les services de l'État et la profession agricole et les élus locaux pour établir une cartographie des cours d'eau, pour que ce soit clair pour eux, pour savoir effectivement s'ils sont sur un fossé ou sur un cours d'eau avant de faire une intervention ou avant de faire une demande. Et surtout, ce qui est important, c'est ils se réfèrent à ça avant de faire les démarches d'entretien. L'entretien d'un cours d'eau sans autorisation est puni par la loi. En Vendée, seuls quelques cas ont été recensés. Alors ces parcelles justement, elles servent notamment à nos éleveurs. Et être éleveur, c'est un métier qui risque de disparaître faute de formation. Le CNAM Pays de la Loire et l'École des Établières lancent donc cette année à La Roche-sur-Yon une nouvelle licence professionnelle de conseiller en élevage. La première promotion a fait sa rentrée il y a quelques semaines. À terme, elle sera normalement experte dans la gestion et l'optimisation des exploitations agricoles. L'élevage est quelque chose de crucial. Crucial pour notre agroalimentaire, crucial également pour nos paysages, pour l'environnement. On dit souvent il faut garder des prairies. On ne gardera pas de prairies s'il n'y a pas d'élevage à mettre dessus. Donc il faut absolument relancer l'élevage, qui est quelque chose qui est assez compliqué à maintenir. On a eu diverses crises et on ne pourra le garder que si on a des professionnels bien formés, à la fois pour le faire mais aussi pour l'encadrer. Donc ça s'inscrit vraiment dans une dynamique de territoire. À Tifauge, ce week-end, les smartphones côtoyaient les armures et les lances. 7e édition des Médiévales, sous un grand soleil, en tout cas samedi. 3 hectares de campement, d'échoppes, de reconstitution historique. Un voyage dans le temps qui a ramené les visiteurs en l'année 1373, année de la reconquête de Duguesclin. Grégoire de Châtillon. Le château de Tifauge, au cœur du Moyen-Âge. Nous sommes en 1373, lors de la reconquête du Royaume de France. Une immersion grandeur nature
avec ses échoppes, son artisanat et ses portraits d'autrefois. Sur place, comme chaque année, les visiteurs sont entourés de reconstitueurs. Ces reconstitueurs jouent ici un rôle historique avec leurs costumes d'époque. Ils sont près de 500 à venir de toute l'Europe. Ces combattants, eux, sont venus d'Italie. C'est leur première participation au médiéval de Tifauge. On est des groupes qui viennent de différentes villes, un peu de nous, moi personnellement de Trieste dans le nord-est, mais il y a des groupes qui viennent un peu de tout le nord d'Italie, tout le nord est représenté du Piémont jusqu'au Frioul. Et on vient ici, on a une passion commune, c'est l'histoire, le Moyen-Âge en particulier, c'est pour ça qu'on a fait autant de kilomètres pour être là aujourd'hui. Des passionnés comme eux de l'histoire médiévale, on en retrouve aussi chez les visiteurs. C'est souvent une époque où on va se dire que c'était des gens demeurés, mais non, qu'il y avait déjà une artisanat, une culture qui était assez importante. On peut le voir, une discipline derrière, juste derrière. Ce couple est de toutes les sorties médiévales avec leur enfant. Oui, on essaye de participer à des événements qu'il y a dans la région en fait. Voilà, là récemment on a été au médiéval de Saint-Philbert de Grandlieu par exemple. On a aussi assisté à un banquet médiéval à Machecou, voilà. Il n'y a pas de fresque historique sans animation et sans musique. La forteresse de Tifauge demeure à elle toute seule un vrai voyage dans le temps. Et une des prochaines animations du château sera évidemment le marché de Noël. À Maizet comme à Tifauge, ce sera les week-ends des 30 novembre et 7 décembre. Je vous propose un petit peu de sport à présent, notamment en Vendée-Sèvres-Authise. Alors du sport pour très très jeunes, vous allez comprendre. La communauté de communes place cette rentrée de la petite enfance sous le signe du bien manger et bouger. Jusqu'au 20 novembre, 40 rendez-vous sont ainsi proposés aux enfants et à leurs parents sur tout le territoire. C'est une série d'actions, des ateliers, il y aura aussi des conférences, il y aura des forums. Il se passe plein de choses pour montrer tout le dynamisme du territoire en matière d'enfance et de jeunesse. Les objectifs, c'était de montrer qu'il se passe des choses sur notre territoire et qu'en matière d'enfance et de jeunesse, on est un territoire particulièrement dynamique et un territoire qui sait travailler en partenariat, puisque c'est ce qu'on montre. Il se fait plein de choses partout sur le territoire avec beaucoup de partenaires. La petite enfance fait sa rentrée en Vendée-Sèvres-Authise. C'est par exemple une matinée de sport pour les tout petits. Ce sera au dojo de Vix mercredi. Et puis un temps fort le samedi 26 octobre à Rive d'Authise avec le forum de la naissance et de la petite enfance. Enfin, vous connaissez sans doute le jeu du chat et de la souris ou alors celui du loup. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe une variante très sérieuse, une véritable discipline sportive avec un championnat du monde? Ça s'appelle le chess tag. Et La Roche-sur-Yon en proposait une initiation samedi en centre-ville grâce à l'intervention d'un club de Poitiers. Chess pour évasion, tag pour la touche. Objectif non dissimulé de la ville, faire bouger les ados. C'est incroyable, c'est super. J'adore ce sport. J'aime bien le fait d'aller, entre guillemets, attraper les autres gens. Le jeu du chat à la souris, on a tous au moins fait ce jeu une fois dans notre vie quand on était tout petit avec les copains. J'ai regardé des vidéos et ça m'a plu. Donc j'ai décidé de venir et j'aime bien. Tu joues et tu passes des obstacles. Ce que je préfère, c'est le parcours et aller vite, courir. C'est drôle, mais là en plus avec des structures, avec du parcours, puis à très haut niveau, ça peut être très efficace à regarder et très beau visuellement, très sportif. Très sportif, oui. Je vous invite d'ailleurs à aller voir quelques vidéos de ce club de Poitiers de chess tag sur Internet. La météo détaillée des prochaines heures, et bien surtout, n'oubliez pas votre parapluie. Ça va être valable pour toute la journée. On a quelques crachins pour tout le monde sur toute la Vendée. Un petit peu de soleil sur le littoral, mais ne nous emballons pas. 11 degrés pour ce début de journée dans le Bocage, 13 La Roche-sur-Yon, 16 au Sableux d'Olonne. Lundi oblige, nous allons maintenant passer au récap sportif du week-end. Enfin, lundi oblige, on est content quand même de retrouver Alexandre Lenaour et les correspondants sport de TV Vendée. Cette semaine, en 4 minutes, ils reviennent nous parler de parasurf, de basket, du début de l'Open de Vendée ou encore du 4e tour de la Coupe de France de football.
Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 30 septembre 2024. Au programme du monde sur la planche à Saint-Gilles, les rugbymen sablés toujours aussi solides. Une première historique pour le Montaigu Vendée Basket Club, derby vendéen au 4e tour de la Coupe de France, et puis les premières images de l'Open de Vendée. Et allez, on démarre les pieds dans l'eau sous le soleil de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Samedi, place à du parasurf sur la grande plage, une pratique réservée aux surfeurs en situation de handicap. Condition idéale pour la quarantaine de parasurfeurs présents. Certains sont issus du circuit mondial, d'autres sont venus se tester sur l'Open de France. Les deux Vendéens du Surfing Club Saint-Gilles, Philippe No et Emmanuel Blanchet, s'imposent tous les deux dans leur catégorie. De bon augure avant la suite, les championnats de France fin octobre à Osgore et les championnats du monde début novembre aux États-Unis. On est champion du monde en titre avec l'équipe de France, donc cette médaille-là, il faut qu'on la défende et qu'on la garde surtout. Et moi, à titre perso, je suis 4e mondiale en 2003, donc essayer de faire mieux cette année. En rugby, eux veulent continuer de surfer sur leur bon début de saison. Face à Saint-Nazaire, le RC Sablé visait la passe de 3 dimanche après-midi au stade de la rue de Lierre. C'est mission réussie pour les Vendéens en bleu et noir. Si les Nazériens ont pourtant ouvert la marque, le RCS recolle vite et prend les devants sur cet essai un peu casquette. Le 15 adverse s'en mêle les pinceaux. Clément Hébert en profite et sert un autre Clément. Marchait celui-ci qui aplatit. 11-3 pour les Sablés à la pause. En deuxième, les locaux en profitent pour inscrire 2 essais supplémentaires, dont un dernier juste après le gong. Score final 28-9, une victoire et le bonus offensif pour les Sablés. L'un des événements du week-end était à cheval entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Enfin, pas de cheval ici, mais plutôt près de 1600 paires de baskets pour la 7e édition du Trail de Nantes à Montaigu. 5 formats de course au choix de 22 à 103 km. C'est Tanguy Varin qui s'impose sur la plus longue distance, l'Ultra Castle Tour. Et puis coup de chapeau à notre invité de jeudi dernier dans 85 chrono, Émilie Bréguin de l'ABV Montaigu Vendée, première chez les femmes sur le 35 km. Et puis on reste à Montaigu-Vendée justement pour du basket. En National 2, le MVBC est allé décrocher samedi soir son premier succès face à Niort. Pourtant, rien ne fut simple pour les hommes de Paul Ravon. Longtemps au coude à coude avec leurs adversaires du soir, les Montacutins ont tremblé jusqu'au dernier buzzer. Victoire 77-74. La saison est lancée pour le Montaigu-Vendée Basket Club. Forcément, on savait que ça prendrait un peu de temps. Le groupe vit très bien en dehors du terrain. Maintenant, il fallait qu'on soit capable de le faire aussi sur le terrain et de façon constante sur 40 minutes. Pour les garçons, je pense que ça va être un match fondateur. À domicile, il faut prendre ces matchs-là et ce soir, ils le font pas forcément avec la manière, mais avec les tripes. Sur le gazon, place ce week-end au 4e tour de la Coupe de France. Mouilleron-le-Captif et les Essarts se retrouvaient dimanche après-midi au stade Gaston-Renaud. Les Mouilleronnais débloquent rapidement la marque. 4e minute, Geoffry sert Bernier à la conclusion. Les pensionnaires de Régional 2 dominent copieusement les débats, mais toujours 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Essarts qui évoluent eux en Régional 3 en profitent et égalisent à la 75e sur cette frappe signée Corentin Planchot. Un partout, l'issue va se jouer au tir au but. Une glissade, un arrêt, puis un deuxième, cette fois pour les Essarts, et décisif. Les Essartais se qualifient et rejoignent les 12 autres formations vendéennes au 5e tour de la Coupe de France. Et puis ça y est, c'est parti pour la 11e édition de l'Open de Vendée. Depuis dimanche matin, la petite balle jaune résonne dans les travées du Vendespace. Poursuite des qualifications et début du premier tour dès ce lundi à 10h, avant de retrouver Quentin Alice et Richard Gasquet sur le central dans la soirée. Voilà, vous savez tout, presque, de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45. 85 chrono déménage cette semaine, direction le Vendespace. Et oui, vous retrouverez Alexandre et toute son équipe au Vendespace en cette fin de journée ainsi que jeudi. Moi, j'ajoute une autre petite info sportive. Il s'appelle Mathis Valin. Et Mathis, il est licencié au motoclub du Pays des Olonnes. Eh bien, il a été sacré samedi champion d'Europe de motocross. Mathis a 18 ans et c'est le 3e Vendéen à décrocher ce titre. On va passer au plus de l'info. Et le plus de l'info du jour revient sur ce congrès tenu il y a quelques jours en Vendée. Congrès national des infirmiers en pratique avancée, psychiatrie et santé mentale. Après Rouen, La Roche-sur-Yon a donc accueilli en septembre la 2e édition. Alors c'est un sujet qui, je vous l'accorde, peut sembler un petit peu pointu, mais qui permet de mettre en avant un métier de la santé qui est relativement récent. Il est occupé actuellement par 11 soignants répartis dans le département, des soignants qui attendent d'être rejoints par 8 autres actuellement en formation.
Une infirmière en pratique avancée, c'est une infirmière qui a repris ses études pendant 2 ans à l'université de médecine et nous notamment c'était sur l'université de Nantes. L'essentiel de nos missions c'est de consulter au niveau des centres médico-psychologiques qui sont déployés sur tout le territoire vendéen et donc nous faisons des consultations, d'évaluation clinique, de represcription du traitement en collaboration directe et essentielle avec nos médecins psychiatres qui nous délèguent une partie de leur patientèle avec une supervision, avec des consultations parfois conjointes et une alternance entre médecins IPA. C'est une profession qui a vu le jour maintenant il y a 5 ans et qui est en pleine expansion et qui vient enrichir les professionnels de santé en psychiatrie et en santé mentale sur lesquels on peut compter pour faire une offre de soins favorable à toute la population française. Donc il faut venir pour se former et mieux connaître cette profession. On a une vraie volonté d'accompagner avec les facultés effectivement des Pays de la Loire, que ce soit Angers ou Nantes, ce nouveau métier avec d'ores et déjà 53 IPA en psychiatrie et santé mentale qui sont en exercice dans les territoires de la région, dont 11 à l'EPSMS de Mazurel. Et puis c'est 33 IPA en santé mentale qui sont en formation aujourd'hui et qui sortiront effectivement des facultés en 2026, donc pour venir accroître les rangs des professionnels de santé et donc accompagner au quotidien toutes les personnes qui en ont besoin, et notamment dans les territoires. On a un énorme travail de réseau à faire en collaboration avec toute la médecine de ville, les médecins généralistes, les infirmières à domicile, les infirmières azalées. L'idée c'est d'arriver avant que la crise arrive et avant qu'il y ait une maladie psychiatrique. Donc bien sûr qu'il nous faut du monde. Une première étape a été mise en place par l'ancien ministre de la Santé délégué, M. Frédéric Valletoux, qui s'est intéressé de très près au diplôme d'un infirmier de pratique avancée. Et une deuxième étape est en cours, comme j'ai pu l'exprimer ce matin lors de la prise de parole. Donc c'est en cours de négociation certainement avec la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, toujours sur les IPA, toujours sur un droit de prescription, aussi une primo-prescription, et puis un travail en collaboration avec les professionnels de santé. Un plus de l'info à retrouver sur tvvendée.fr. Demain, il cédera sa place au résumé quotidien de l'Open de Vendée. Un extrait du jour qui s'intéresse aux passionnés. Grégoire de Châtillon, vous allez le voir, nous emmène au Talus Sainte-Gemme ce lundi. Moi, j'ai fait une école formidable, une école d'agriculture absolument extraordinaire qui a énormément marqué ma vie et dans la réalisation de ce qu'on fait aujourd'hui. C'était l'école d'agriculture de la Motte-à-Charles. Dans ma vie professionnelle, j'ai une vie formidable qui était de l'approvisionnement de tous légumes pour une conserverie du Loiret d'abord et après j'ai fini chez, je le dis réellement, le Grand Bonduel. Et pour moi, ça a été une expérience humaine extraordinaire de travail, de résoudre des problèmes multiples, etc. C'était très intéressant, ce qui est mon service ici. Alors en 1982, avec votre épouse, vous devenez propriétaire de la Vieille Bruyère, cette magnifique bâtisse. C'est une maison forte, hein, Pierre? En 82, quand on l'a acheté, il y avait des tas de choses qui sont maintenant revenues, mais qui n'étaient plus, qui avaient été démolies, etc. Le porche en particulier et autre chose. Il faut savoir que jusqu'au XVIIe, vous étiez dans une enceinte fermée. Le porche, qui était double à l'époque, n'existait pas. Vous débarquez ici avec votre épouse. Le projet, c'est de faire renaître cette vieille bâtisse et lui redonner son état un peu d'origine. C'est ça l'objectif? Tout à fait. L'objectif, c'était de revenir, lui redonner sa vie, sa beauté d'origine. Mais on était relativement quand même inconscient de la masse de travail que ça demandait et surtout, on avait mal imaginé la restauration. On restitue seulement, et c'est ça qui est très difficile, comme c'était à l'origine. Et c'est vraiment magnifique. Vous pouvez retrouver l'émission notamment ce soir sur TV Vendée, 19h15 et 22h pour les passionnés. On passe au jeu.
Cette semaine, vous allez pouvoir gagner un des 2 albums Panini spécial Vendée Globe, édité pour l'occasion du 10e anniversaire de la course, ainsi qu'un coffret de 7 pochettes. Il faut me dire quelle est cette association en lien avec le littoral nord-vendéen qu'Anaïs nous a fait récemment découvrir dans Vivez la Vendée. Le nom de cette association, indice du jour, elle concerne le patrimoine Illairrois. Moi, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve demain matin, dès 7h, en direct, de bonne heure et de bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à tous. Baby,